Bonjour Docteur Costas et bonjour Madame Blito. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, bonjour, moi je suis le docteur Hélène Costas. Je travaille au Centre de lutte contre le cancer de Dijon, le centre Georges-François Leclerc. Et je travaille en chirurgie oncologique et je m'occupe spécifiquement des cancers de la femme, donc c'est-à-dire des cancers gynécologiques et des cancers du sein. Bonjour, donc je suis Anaïa Blito, je suis chargée de prévention. Je travaille au sein de la cellule prévention et dépistage donc, du centre Georges-François Leclerc avec le docteur Aurélie Berthaud, médecin coordonnateur. La cellule a été créée en 2018, donc elle est composée de plusieurs membres et professionnels de santé, donc médecins, pharmaciens, diététiciens. Et je prépare cette année donc un diplôme universitaire prévention et éducation en santé donc, dans le cadre de ma formation au sein de la cellule. Première question, qu'est-ce que Septembre turquoise et en quoi c'est différent d'Octobre rose ? À l'instar d'Octobre rose, pour les cancers du sein, septembre c'est le mois de sensibilisation à la lutte des cancers gynécologiques. Donc les cancers du sein, c'est quelque chose de très connu du grand public, très médiatisé, que ce soit en termes de prévention de traitement. Et donc par le mois Octobre rose, qui est vraiment relayé de façon médiatique, de façon importante. Jusque-là, les cancers gynécologiques étaient quand même plus méconnus, on en parlait moins. Et donc depuis quelques années, c'est organisé Septembre turquoise, qui est un mois qui va être dédié au cancer gynécologique, donc au cancer féminin. Et donc c'est un mois vraiment où on va pouvoir parler avec l'ensemble des femmes du suivi gynécologique, des pathologies gynécologiques, quelles qu'elles soient. Et c'est vraiment rien que le fait d'en parler autour de soi avec vos amis, voisines, collègues, vraiment la première étape de la prévention des différents cancers d'origine gynécologique. D'accord, merci pour votre réponse. Septembre turquoise, c'est le mois de prévention contre les cancers gynécologiques. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui ont peur d'aller chez le gynécologue ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement en consultation, les patients qui disent « j'avais pas trop envie de venir, on m'a un peu forcé pour venir ». Ça, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Toutes les femmes ont cette réaction, c'est pas un moment forcément agréable. On rentre vraiment dans l'intimité des femmes et il faut vraiment dédramatiser cette consultation. Les patientes qui vont consulter leur gynécologue, leur médecin généraliste, leur sage-femme pour le suivi gynécologique, il faut vraiment qu'elles se sentent en confiance, faut bien se rendre compte qu'on n'est absolument pas là pour les juger et qu'elles peuvent vraiment se confier sur l'ensemble de leurs soucis, il n'y a pas de questions bêtes et c'est vraiment en effet un moment où on va toucher à l'intimité de la patiente, mais on va expliquer à la patiente ce qu'on va faire comme examen, pourquoi on le fait et à la fin la patiente est rassurée. Le principe de ce type de consultation, c'est que ce soit en majorité de la prévention et c'est des examens chez des patientes qui vont bien pour éliminer des pathologies qui pourraient un jour dégénérer en cancer. Donc c'est quelque chose qui fait peur, mais en fait vraiment il faut y aller en disant je vais faire ça pour éviter un jour au maximum d'avoir un souci. Et vraiment se rendre compte que il y a bien sûr le secret médical et que de toute façon elles peuvent nous dire vraiment tout leur ressenti et qu'on est là pour les écouter. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que les patientes qui n'ont pas de suivi gynécologique régulier, si un jour elles ont des symptômes, ça fait 10 ans qu'elles n'ont pas vu leur gynéco, des fois elles disent depuis mon dernier accouchement, j'ai pas vu de médecin, ça fait 10 ans. C'est pas grave. Le jour où on se pose la question, on se dit là il se passe quelque chose, et ben c'est qu'il faut consulter. C'est jamais trop tard et il faut vraiment pas hésiter à reprendre contact avec le corps médical et paramédical qui suivent les femmes parce que c'est jamais trop tard et il n'y a pas de honte à avoir. Il faut vraiment pouvoir nous faire confiance et qu'on puisse examiner les patientes pour leur meilleure prise en charge. C'est sûr qu'au niveau de la prévention, l'un des messages importants que la cellule cherche à véhiculer auprès de ces femmes, notamment les femmes éloignées du système de santé, c'est effectivement plus particulièrement ces femmes-là qu'on cherche à atteindre. Donc le message le plus important, c'est effectivement de conserver ou en tout cas de reprendre un suivi régulier. Effectivement, le but c'est de s'informer, de venir, nous on essaye d'aller vers les personnes pour leur donner le plus d'informations possible, dédramatiser aussi les situations, expliquer aussi les progrès au niveau des thérapeutiques, les médecins qui viennent sur ces actions sont là pour enseigner au maximum les femmes qui auraient des questions sur ces sujets-là. Et le message principal que la cellule souhaiterait véhiculer, c'est maintenir un suivi régulier par les gynécologues, bien sûr, les professionnels, les médecins, également les sages-femmes. C'est le rôle de la sage-femme est un rôle très méconnu par rapport au suivi gynécologique. Beaucoup de patientes pensent encore que la sage-femme, c'est uniquement pour le suivi post-maternité ou pendant la maternité, alors qu'elles peuvent effectivement réaliser des frottis, faire des suivis,
pathologie. Bon, même si ça ne remplace pas dans tous les cas le médecin, bien sûr, hein, surtout dans le cas d'une pathologie cancéreuse, mais ça, Hélène y reviendra. Il est nécessaire de faire appel à des équipes spécialisées. Donc c'est un petit peu les messages qu'on fait passer à l'occasion de Septembre Turquoise, et j'ai envie de dire tout au long de l'année. Donc du coup, c'est vrai que c'est des examens qui sont un peu stressants. Comme je vous dis, on rentre dans l'intimité de la patiente. Le médecin va toujours informer la patiente du déroulé de l'examen. On proposera toujours l'examen le plus adapté et on préviendra toujours la patiente qu'on est en train de vous examiner. Et si la patiente n'est pas prête à examiner, il est quand même important de consulter pour avoir un premier contact et pouvoir créer un lien de confiance pour pouvoir examiner la patiente dans les meilleures conditions. Prochaine question par rapport aux personnes transgenres, donc qui sont des hommes qui ont l'appareil biologique féminin. Comment se passe le suivi? Est-ce que ces personnes doivent aussi se faire suivre? Et est-ce que c'est le même suivi que des femmes? Alors bien sûr, ces patients doivent être suivis de façon régulière également. C'est des patients qui ont de toute façon une anatomie féminine, avec donc le risque de pathologie des cancers féminins. Donc c'est des patients qui ne doivent pas être abandonnés dans la nature et doivent être suivis de façon régulière, toujours par des gynécologues, des sages-femmes. Et c'est des patients qui ont souvent nécessité de traitements en plus hormonaux, avec donc un suivi mammaire important et un suivi aussi sur l'utérus de façon importante. Et on a également des patients qui vont avoir accès à des chirurgies pour changer de sexe. Et ça, faut savoir qu'il y a des équipes spécialisées en France, qui sont peu nombreuses, mais des équipes qui sont entraînées pour ça et qui ne font que ça, et qui suivent ces patients-là, que ce soit pour la prévention ou la thérapeutique, si ces patients-là ont des pathologies par la suite, car souvent c'est des chirurgies complexes avec du coup des surveillances qui doivent être faites par les équipes entraînées. Où est-ce qu'on trouve ces équipes? Alors nous, à Dijon, on n'a pas d'équipes qui ne font essentiellement que ça. Pour avoir quelques patients en cours de changement de sexe, j'adresse mes patients à Lyon. Il y a également beaucoup d'équipes sur Paris, on va dire pour le plus proche sur le plan géographique, qui prennent en charge ces patients-là. Mais qu'ils n'hésitent pas en tout cas, ces patients, nous en parler en consultation pour qu'on puisse les adresser pour leur meilleure surveillance. Quels sont les cancers que nous appelons cancers gynécologiques? Alors, les cancers gynécologiques sont les cancers qui touchent donc l'appareil génital de la femme, donc vraiment l'utérus, enfin les organes qui sont dans le petit bassin. Donc les cancers gynécologiques, c'est vrai qu'ils sont tous proches, mais tous très différents. Donc il y a les cancers du col de l'utérus, les cancers du corps de l'utérus, donc les cancers de l'endomètre, les cancers des trompes et des ovaires, et de façon beaucoup plus rare, il y a également les cancers du vagin et de la vulve. C'est des cancers qui sont tous, comme je vous dis, très différents, qui vont se prendre en charge de façon très différentes, avec pas forcément les mêmes traitements. Et donc, c'est important d'avoir un suivi gynécologique pour dépister l'ensemble de ces pathologies, qu'on appelle donc les cancers gynécologiques. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. En rapport avec ces cancers gynécologiques, on a la vaccination HPV. Qu'est-ce que le vaccin HPV et qui peut en bénéficier? Alors, la vaccination HPV, c'est donc une vaccination contre le papillomavirus. Toute la population, dès qu'elle va avoir une activité sexuelle une fois dans sa vie, peut être au contact de ce virus. Et ce virus, comme j'ai l'habitude d'expliquer à mes patientes, on va pas tous être égaux. Il y a des gens qui vont arriver à le nettoyer facilement et il n'y aura pas de suite. Et puis des fois, malheureusement, ce virus reste en nous et donc spécifiquement il a un tropisme particulier pour les cellules du col de l'utérus, mais il y a également d'autres organes sur lesquels l'HPV peut se positionner et donc au contact de ce papillomavirus, des cellules précancéreuses puis malheureusement cancéreuses peuvent se développer. Donc pour le papillomavirus, on a un vaccin qui est extrêmement efficace. Donc la vaccination doit être faite pour les filles et les garçons, j'insiste bien pour les deux sexes de la population, car c'est un virus que tout le monde peut porter. Et donc cette vaccination va être faite en 2 injections quand c'est entre 11 et 14 ans, et un rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans en 3 injections. C'est un vaccin sur lequel on a énormément de recul, qui a peu, voire pas d'effets secondaires, et qui est par contre extrêmement efficace. Les pays anglo-saxons qui ont l'habitude de vacciner leur population de façon initialement obligatoire, mais sur l'ensemble de la population, sont en train de voir diminuer drastiquement l'apparition des cancers du col de l'utérus, voire de disparaître. Donc c'est vraiment important d'informer les patientes et les patients que ce vaccin existe et qui est très efficace. Donc c'est pour ça que voilà, la prévention est vraiment importante, et je rajouterais également que il faut aussi continuer d'en parler également pour le corps médical qui propose encore trop peu souvent malheureusement cette vaccination qui devrait normalement toucher l'ensemble des collégiens pour limiter l'apparition des cancers viraux induits par l'HPV.
Justement, je rebondis sur ta remarque concernant donc, le cancer du col de l'utérus, qui en termes de prévention, l'un des cancers sur lequel on peut le plus agir et qu'on peut qualifier aujourd'hui d'un des seuls cancers évitables. Donc ces 2 mesures de prévention que sont la vaccination d'une part chez les adolescents, donc comme tu l'as dit de 11 à 14 ans, filles et garçons, et le dépistage par le frottis cervico-utérin. On a décidé au niveau de la cellule de mener une action auprès des collégiens, auprès du collège Édouard Herriot à Chenauve, des élèves de 4e. Ça, c'est un des leviers qu'on a identifié pour lutter contre cette hésitation vaccinale anti-HPV qu'on a pu constater sur ces dernières années. Donc, c'est surtout augmenter leur niveau d'information sur les risques. Qu'est-ce que cette infection? Les modes de transmission, les moyens de s'en protéger. Notamment, je reviens sur le préservatif, qui n'est pas un mode de protection aussi efficace contre le HPV que par rapport aux autres infections sexuellement transmissibles. Et surtout aussi, bien sûr, promouvoir cette vaccination, qui prennent conscience de toutes les clés qu'ils ont en main pour pouvoir se protéger de cette infection. Donc c'est une intervention qui aura lieu dans le collège très probablement fin septembre, donc à l'occasion de Septembre Turquoise. Et en relais de cette intervention, on souhaitait également agir auprès des parents, enfin des familles de ces collégiens, et proposer une soirée prévention et de sensibilisation au dépistage, aux différents dépistages organisés que sont le sein, le col de l'utérus et le cancer colorectal. Donc qui aura lieu le 20 octobre à la MJC de Chenauve. Voilà, donc on souhaitait proposer aussi aux familles de ces collégiens, parce qu'on est tous concernés en termes de prévention. On organise donc cette soirée le 20 octobre à la MJC de Chenauve. Alors, pour enchaîner, est-ce qu'il y a d'autres moyens de prévention contre les cancers gynécologiques à part le vaccin HPV? Alors donc là, on vient de parler de la vaccination HPV. Il est très important que ce soit bien clair, c'est que toute personne qui va être vaccinée contre le papillomavirus doit poursuivre sa surveillance gynécologique. Et pour les cancers spécifiquement du col de l'utérus, entre autres, en plus de la vaccination HPV, il y a bien sûr le suivi par frottis cervico-vaginal qui doit être fait à partir de l'âge de 25 ans. Et désormais, en même temps, on fait un test HPV, c'est-à-dire que lors du frottis, il est analysé si on est porteur ou non d'HPV, et en fonction de si on est porteur ou non, on va adapter la fréquence des frottis. Donc si on a un test HPV négatif, le frottis aura lieu tous les 5 ans. Entre ces 5 ans, où il y a le frottis qu'on réalise, bien sûr, il faut continuer à avoir une fois par an un examen gynécologique pour pouvoir éliminer toute autre pathologie. Pour les autres cancer gynécologique, c'est vrai qu'il n'y a pas d'examen de prévention de référence, mais il faut donc avoir un examen régulier pour éliminer une découverte d'une masse, d'une lésion suspecte à l'examen. Et il faut bien sûr ne pas hésiter à n'importe quel symptôme qui pourrait vous inquiéter. Le problème des cancers gynécologiques, c'est que ce sont des cancers qui souvent ont des symptômes qui peuvent être vraiment variés et peu spécifiques. Ça peut aller de une pesanteur pelvienne, une vague douleur dans le bas-ventre, des symptômes urinaires nouveaux, le ventre qui augmente de taille. Et si vous avez ce type de symptômes, n'hésitez pas à aller consulter votre gynécologue, même si vous l'avez vu il y a 6 mois, pour éliminer toute autre pathologie. Une autre chose qui est très très importante à avoir en tête, c'est qu'une patiente ménopausée ne doit pas saigner. On n'a plus de saignement quand on est ménopausé. La ménopause, on dit que c'est 1 an sans saignement. C'est une définition qui est clinique. On est ménopausé. Après, vous ne devrez plus avoir de saignement ni de perte vaginale abondante avec des couleurs suspectes. Ça, c'est pas normal. Il faut pas traîner et là, il faut consulter parce que ça peut être des symptômes évocateurs de cancer de l'endomètre, par exemple. Et donc ça, il faut vraiment pas hésiter à nous consulter si besoin. Quels sont les traitements envisagés pour ces types de cancers ? Alors les cancers gynécologiques, comme je vous ai dit, donc anatomiquement c'est proche, mais ils sont tous très différents. Et chaque cancer va avoir différentes armes thérapeutiques. Alors des fois, c'est vrai qu'ils vont avoir le même nom, radiothérapie, mais en fonction d'un cancer du col ou cancer de l'endomètre, ça sera pas tout à fait le même traitement. C'est vraiment des pathologies très différentes. Les cancers du col de l'utérus, quand ils sont pris de façon très précoce, ça sera essentiellement la chirurgie. Pour les cancers un peu plus évolués localement, ça sera une association de radiothérapie associée à une chimiothérapie. Pour les cancers de l'endomètre, très souvent, on commence par une chirurgie suivie en fonction des caractéristiques de la tumeur, de radiothérapie et ou de chimiothérapie. Et les cancers de l'ovaire, eux, vont être vraiment traités par de la chimiothérapie associée à la chirurgie en fonction de l'évolution de la maladie. Ce qui est très important, c'est que ces cancers, comme je vous ai dit, ils ont une stratégie thérapeutique très particulière. Ils doivent être pris en charge par des équipes expertes qui s'occupent spécifiquement des cancers avec l'ensemble des participants, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants, les radiothérapeutes, les oncologues médicaux, les chirurgiens, avec des équipes dans lesquelles il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires pour que l'ensemble de la stratégie thérapeutique soit pris en charge avec l'ensemble des différents intervenants pour que la prise en charge soit
la plus adaptée pour les patientes. Il a vraiment été démontré que les patientes qui sont prises en charge dans les centres experts vont avoir un pronostic et une survie meilleure. Et c'est des cancers qui restent tout de même rares et graves s'ils sont pas pris en charge de façon optimale dès la prise en charge initiale. C'est-à-dire que la prise en charge initiale ne sera jamais rattrapée par un traitement par la suite, d'où la nécessité d'être pris en charge dans un centre expert. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des actualités concernant les cancers gynécologiques ou la prévention des cancers gynécologiques? Alors c'est vrai que sur les dernières années, les cancers gynécologiques, il y a quand même eu de grandes évolutions. Le cancer de l'ovaire, là, depuis 3 ans, il y a vraiment, avec l'arrivée des inhibiteurs de PARP, qui est un traitement qu'on va mettre, vraiment un traitement d'entretien pour les patients qui ont un cancer de l'ovaire, va vraiment modifier la prise en charge de ces thérapeutiques. Dans le cancer du col, de l'utérus, on voit arriver et remonter les lignes de l'immunothérapie, qui va vraiment également modifier la prise en charge de nos patients. Et ce que je pense qui est vraiment aussi d'actualité, c'est que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que mine de rien, c'est assez récent, mais la prévention modifie énormément la prise en charge de nos patientes. C'est des choses vraiment sur lesquelles, au contraire, il faut qu'on redouble d'efforts. C'est vraiment de maintenir le dialogue et de poursuivre ces efforts sur la prévention qui nous permet de dépister ces pathologies de façon précoce, et c'est vraiment ça qui va modifier la prise en charge de nos patientes dans l'avenir. Absolument, c'est le premier maillon, on va dire, de la chaîne, puisque plus la tumeur est détectée précocement via le suivi régulier, encore une fois, gynécologique, les dépistages organisés, plus effectivement les thérapeutiques seront moins lourdes, les chances de survie et de guérison seront élevées, bien sûr. Et donc là, de plus en plus, effectivement, la sphère de la prévention fait partie intégrante, j'ai envie de dire, du schéma thérapeutique. La prévention, c'est le point de départ du schéma thérapeutique. Et justement, en termes de prévention, il y a encore beaucoup à faire. Si on en revient par exemple à la vaccination HPV, quand on voit que seulement 6% des garçons sont actuellement vaccinés contre l'HPV, il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de messages à faire passer, donc continuer à augmenter l'information surtout, notamment par rapport aux réticences de la vaccination, ce qu'on a pu entendre il y a quelques années sur des effets secondaires, des maladies auto-immunes, etc., qui ont toutes été bien sûr invalidées. Donc en fait, le but c'est ça, c'est d'augmenter les messages de prévention, de sensibilisation, de démystifier aussi les pathologies cancéreuses et tous les traitements qui sont autour, parce que aujourd'hui beaucoup de progrès, beaucoup de thérapeutiques sont constatés en cancérologie, et il faut vraiment encourager les populations, donc certes d'abord les populations éloignées du système de santé, mais j'ai envie de dire la population en général, et aussi et surtout les jeunes, de prendre en main leur santé et d'avoir ce réflexe de dépistage qui est important pour leur santé. D'accord, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à consulter, vraiment. Voilà. C'est le message. Tout ce dont on a parlé, comment ça se matérialise au CGFL? Alors on a la chance au Centre Georges-François Leclerc donc d'avoir cette cellule de prévention qui est, je trouve, très active. Il y a eu vraiment plusieurs événements, la soirée filles, l'événement prévention à Quetigny. C'est vraiment des moments privilégiés où il faut pas hésiter à venir pour pouvoir en plus rencontrer les différents acteurs de cette prise en charge et de cette prévention. Et lors de ces moments-là, vraiment, vous pouvez venir solliciter notre avis sur différentes questions. Et ça, c'est vraiment une chance de pouvoir participer à ces événements de prévention. Et sur le côté vraiment prise en charge active des cancers, au Centre Georges-François Leclerc, on a la chance d'être l'ensemble des praticiens nécessaires à la prise en charge des cancers gynécologiques. On a une équipe de radiothérapie, d'oncologue médical et de chirurgiens spécialisés pour ces pathologies qui travaillent conjointement pour pouvoir choisir les meilleures stratégies thérapeutiques pour nos patientes. On a toutes les semaines une réunion de concertation pluridisciplinaire où l'ensemble des intervenants sont ensemble pour discuter de tous les dossiers. Pour les prises en charge des cancers gynécologiques, lors de la prise en charge initiale, les patientes peuvent être vues de façon conjointe par l'oncologue médical et le chirurgien lors de la même consultation pour qu'elle ait l'ensemble des informations dès la prise en charge initiale des différents traitements qu'elle va avoir. Et on a aussi une équipe de radiologie et de radiologues qui s'occupe essentiellement des cancers gynécologiques, ce qui fait que vraiment sur la structure, entre guillemets, quand on met le pied au CGFL, et sur 24-48 heures, la patiente va avoir l'ensemble de sa prise en charge initiale, de son bilan initial, pour décider de la meilleure stratégie par la suite. Comme on en a déjà parlé sur d'autres événements, on sait que sur le plan du territoire, il va y avoir de plus en plus de centres référencés, centres experts pour la prise en charge des cancers. Et ça, c'est vrai que c'est important à le dire. On le voit vraiment sur le territoire de la Bourgogne, qui est quand même une région qui est très étendue, de dire aux patientes que même si elles ont 200 km à faire, il est vraiment primordial d'être pris en charge par une équipe qui ne fait que ça. Un cancer, c'est très souvent, et heureusement, qu'une seule fois dans sa vie. Et il faut
qu'elle soit prise en charge de la meilleure façon dès la prise en charge initiale. Comme je vous ai dit, les traitements qui ne seront pas faits à la prise en charge initiale ne pourront jamais être rattrapés par la suite. Donc il faut vraiment être pris en charge par une équipe qui ne fait que de ce type de pathologie. En plus, c'est des pathologies, le cancer, c'est quelque chose qui évolue énormément. Actuellement, il y a énormément de recherches dessus et donc il faut pouvoir se mettre à jour régulièrement. Au CGFL, la formation également des professionnels est en continu. On va être plusieurs représentants du comité gynécologique à participer au congrès européen LESGO en octobre 2022, qui est un congrès de façon annuelle sur l'ensemble des cancers gynécologiques. Et d'être présent à ce type de congrès nous permet vraiment aussi d'être à jour sur l'ensemble des référentiels. Et en plus de la cellule prévention, ce que je pense qui est très très important et qui est une chance pour nos patientes, mais également pour nous, c'est que l'ensemble des thérapeutiques, ça va vraiment avoir un impact sur nos patientes. Elles vont avoir un impact sur leur vie privée, sur leur vie professionnelle, sur l'image d'elles-mêmes. Et ça, on a vraiment une équipe entière qui prend en charge les soins de support et c'est très important pour la suite et la prise en charge pluridisciplinaire de nos patientes. Tout à fait. C'est encore un atout aussi du centre Georges-François Leclerc d'avoir cette équipe pluridisciplinaire de soins de support. Comme l'a dit le docteur Costaz, il y a la maladie d'une part, ces traitements effectivement qui répercutent de toute façon sur leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie sexuelle. On a un médecin sexologue, on a effectivement toute une unité de psycho-oncologues, des assistantes sociales également, qui sont là pour accompagner les patientes au cours des traitements, mais aussi après. Donc c'est vraiment une chance aussi de pouvoir bénéficier pour la prise en charge globale du patient, de tous ces professionnels et vraiment améliorer de façon significative leur qualité de vie. Il ne faut pas sous-estimer aussi la prise en charge psychologique des aidants, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec nos patientes, parce que du coup ça a un impact aussi sur eux et donc ça c'est des prises en charge qu'on peut proposer. Et dans le cadre de Septembre Turquoise, on a organisé au centre Georges-François Leclerc, grâce à l'impulsion de l'association Imagine, l'événement Cocon, qui est en fait une journée qui va être dédiée pour les patientes qui sont suivies pour un cancer de l'ovaire et elles vont pouvoir participer à différents ateliers, que ce soit sur le plan diététique, de l'activité sportive lors des traitements et après les traitements. Il y a également un atelier sur l'impact que les traitements peuvent avoir sur leur vie intime, leur vie sexuelle, l'image d'elles-mêmes et ça, c'est une chance pour nos patientes. Elles vont pouvoir se retrouver avec également leurs praticiens et pouvoir nous poser des questions sans tabou. Et je trouve que ces événements-là permettent également pour les équipes médicales et paramédicales de se retrouver et aussi d'avoir le vécu de nos patientes de façon entre guillemets plus informelle, pas en consultation. Et c'est des événements qui sont très enrichissants, que ce soit pour le patient, mais également, je trouve, pour les équipes qui prennent en charge ce type de pathologie. Oui, ça c'est très important, on a pu le voir notamment sur les actions de prévention menées par la cellule. L'engagement des professionnels aussi qui sont toujours très motivés de participer à ces actions, les échanges avec le public, alors pas forcément des patients, parce que c'est pas des gens qui sont malades, mais que ce soit des patients ou des gens qui viennent s'informer pour la maladie ou des aidants aussi. Ces échanges avec nos médecins qui sont très disponibles et vraiment toujours partants pour ces actions. On a eu des retours absolument positifs sur ces échanges, donc c'est très important d'avoir effectivement, comme le dit Hélène, le ressenti des patients, des publics, des aidants pour pouvoir améliorer encore notre prise en charge et pour les mettre au sein de la prise en charge. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Vraiment, c'est jamais trop tard pour consulter et il faut pas hésiter. Et le but, c'est vraiment de pouvoir suivre des patients qui vont bien et de pouvoir maintenir leur santé au long cours et dépister des maladies avant qu'elles ne soient trop tard. Mais en tout cas, voilà, ne pas hésiter à nous solliciter. On est là pour les patients. Et en termes de prévention, c'est vrai que la prévention, on en parle de plus en plus et c'est devenu un enjeu de santé publique et c'est devenu aussi une des missions majeures du centre Georges-François Leclerc. On l'entend partout dans les campagnes publicitaires quand on nous dit que 40% des cancers pourraient être évités en modifiant nos comportements sur l'alimentation, l'activité physique. C'est pas des changements absolument inenvisageables, c'est des petites habitudes à changer sur l'alcool, le tabac, etc. Mais ça passe aussi par le dépistage, être conscient que la peur n'évite pas le danger, encore une fois, et que plus un cancer est pris précocement et plus les chances de guérison, de survie sont grandes. Et comme le disait aussi Hélène, il existe des centres de référence experts dans ce domaine et qu'il faut vraiment pas réduire ses chances en ne profitant pas de cette offre de soins et en plus avec aucun reste à charge pour le patient, ce qui n'est pas négligeable. D'accord, merci beaucoup. Merci.